Vas-y, ça va être l'instant, les anecdotes de Formule Blabla. Au début, je voulais tourner toutes les rétros sur un fond noir. Mais en fait, c'était tellement chiant à mettre en place. Oh là là. C'était une époque où j'avais pas encore vraiment défini où je voulais tourner, tu vois. C'était hop, faut que je tourne, je regarde mon appart. Bah, je vais me mettre là-bas. Voilà. Donc maintenant, bon, là, ça fait au moins un an, je pense que je suis maintenant dans mon salon, que j'ai installé tout ça derrière moi, que j'ai commencé à poser un vrai setup, tu vois. Je sortais pas de prison. Quand je n'arrive pas à trouver de rendez-vous chez mon coiffeur, euh, je rase. Et quand ça me saoule. Mais c'est clair que ça donne un côté sortie de prison. On me l'a déjà dit. Et je m'étais fait chier à trouver les notes pour la Marseillaise. Hein. Et ce qui était très chiant, c'était surtout de le jouer sans regarder la grade, hein, parce que quand t'es mauvais, faut savoir où tu mets les doigts. Donc c'était le plus dur. Mais c'était un vrai parti pris d'avoir le regard le plus vide possible comme ça. Et le jour où j'ai publié cette vidéo, je partais en déplacement. Donc je me suis rushé pour la terminer, parce que après j'étais en déplacement plusieurs jours. Ça a été mis dans la nuit ou au matin. Enfin, je partais, j'avais genre 6 heures de route pour partir à la Sainte-Baume, c'est à côté du Castelet. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais t'es pas bien. 34 minutes, mais personne va regarder ça. Famous last words. 167 000 vues. Personne va regarder ça. Ta gueule, connard. Et du coup, c'est très drôle parce que la vidéo qui est après, c'est l'effet de sol pour les nuls. Mais la Sainte-Baume, c'est le nom du mont qu'il y a derrière. J'étais en déplacement, reportage dans cette région. Et pendant mon temps libre, hop, j'étais prendre un micro. J'ai perdu mes lunettes de soleil en plus. Je me suis dit, bah écoute, t'es dans un cadre sympa, autant en profiter. L'effet de sol se voit sur ma tête. Ah bonjour, vous êtes là? Je vous avais pas vu. Là c'est le truc qui énerve parce que j'ai les projecteurs dans la tête, donc je ne vois pas l'objectif. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra, là, bon, elle est loin, mais je peux la toucher. Je vois l'objectif. Mais quand je tournais ça, la caméra était à genre 5 mètres de moi. C'est une question d'optique pour que on voit que le fond noir, tout ça, que les projecteurs rentrent pas dans le champ. J'étais obligé de la mettre très loin et de vraiment zoomer. Et du coup, bah forcément, je vois pas bien l'objectif de loin, c'est normal. Et du coup, je regardais au-dessus. Et du coup, c'est chiant. Ah bonjour, vous êtes là? Et je capte maintenant que j'utilisais des micro-cravates parce que je savais pas quoi utiliser comme matos. J'avais déjà le matos audiovisuel pour parce que comme je le disais plus tôt, hein, court-métrage, tout ça, donc j'avais déjà 2-3 micro-cravates. Maintenant, je tourne. Ça, c'est typiquement ces longues perches comme ça, c'est les micros de tournage. On les met sur une perche et tu la places. Quand je tourne, le micro il est là, comme ça, et tu le vois pas à la caméra. Tu vois, c'est l'idée. Et on m'entend bien. Vous allez rire, ça c'est mon micro de live, là le gâteau, parce que je peux ajouter plein d'effets dessus, il est très pratique, tout ça, tout ça. Et ça, oh bordel, vous voyez le bordel de mon bureau en plus, ça c'est mon micro de voix off. Donc vous le voyez souvent aussi, avant je stream avec ça, tout ça. Le truc c'est que ce micro, faut bien parler dedans. Et si je le mets là, j'ai pas un aussi bon son que si j'utilise celui-là. Mais j'aurai un meilleur son, mais il faudra que je le mette là et c'est chiant. Comment m'est venu bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Ah, c'est un grand moment du lore Formule Blabla. Hein. Est-ce que je le révèle? Est-ce que je fais cette révélation devant 32 personnes là aujourd'hui, maintenant, présentement? C'était un délire avec mon ami Toronado. Il m'a fait quelques musiques, tout ça. On avait un groupe ensemble aussi à l'époque, tout. Et puis les modérateurs sur le serveur. On adore ce concept des mauvaises présentations, tu vois, à la bonjour dans les Simpsons. Bonjour, je suis Troy McClure. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des films tels que L'attaque de la moule frite géante ou encore Radioactivité dans ton anus. Enfin, je sais pas quoi, mais tu vois, c'est ce genre de truc. Et t'as le cliché des vieux films d'entreprise des années 60-70 avec ah bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu.
tu sais, ce vieux truc très d'époque pour engager la relation avec casser un peu le quatrième mur, tu vois, c'était nouveau, c'était la télé, tout ça. Quand on faisait des vidéos pour le groupe ou quand simplement sur Instagram, quand on faisait des stories, tout ça, machin, on va commencer par un oh bon, vous êtes là, je vous avais pas vu. Et du coup, bah, quand j'ai fait ma première vidéo où j'apparais sur la chaîne, c'est donc la rétro 2018. Je me suis dit, bah, je vais commencer avec bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Je m'étais dit, ça peut être rigolo de faire ça et puis d'en faire un peu une phrase d'accroche. Et finalement, bon, bah, je l'ai gardé et je l'utilise pour toutes les rétrospectives. Après, il y a eu un moment où ça m'a un peu saoulé. Enfin, vous l'avez senti, mes influences dans l'humour, c'est très Monty Pythonesque, avec ce côté très sérieux et totalement décalé à côté. Enfin, un de mes sketchs préférés des Monty Python, c'est le ministère des marches bizarres. The Ministry of Silly Walks. De 2006 à 2010, 5 saisons, et 5 champions du monde. Une ère de la Formule 1 où un grand nombre des plus grands pilotes de leur époque se sont affrontés au sommet dans des saisons aussi riches en action qu'en drama. Fernando Alonso face au plus grand champion d'une génération, le sacre tant attendu de Kimi Raikkonen, le sacre inespéré de Jenson Button et la première pierre à l'édifice de la pléthore de sacres de Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Déjà, rien que là, ça m'énerve parce que le son est pas bon. Mais ça, c'est parce que le micro est pas terrible. Je l'avais pas branché sur une bonne carte d'acquisition de mémoire. Enfin, j'avais pas un bon enregistreur à ce moment-là. Et parce qu'il est trop loin, tout simplement. La foule de pilotes qui marqueront leur époque avec plus ou moins de succès, comme des Felipe Massa, Mark Webber, Nick Heidfeld ou Robert Kubica. 2006... Alors, il y a deux choses. Ma voix qui a changé, c'est la différence de micro. C'est un truc tout con. En plus, l'arrêt sur image est parfait. Un truc tout con, dans la vie, tu parles. C'est un truc normal, en théorie. Mais le jour où t'as un micro devant toi et on te dit enregistre un truc, lis un texte, récite un texte, et ben même en ayant déjà fait du théâtre, de la comédie devant la caméra, tout ça, machin, je me suis dit merde, c'est pas naturel. Tu vois ? Donc, et ça, c'est ce que tout le monde dit, plein de gars qui font des trucs sur YouTube, tout ça, il faut que tu trouves ta voix VOIX. Et c'est encore, au début, je ne l'avais simplement pas, hein, il y a ça. Plus le micro aussi, hein, le micro ne donne pas la même voix. Donc, il y a un mauvais son, parce que le micro n'est pas terrible, et en plus de ça, la manière dont je parle là présentement n'est pas la même dont je parlais à l'époque dans les vidéos. Sans compter sur le manque de fiabilité de la redoutable MP420 de Kimi Raikkonen. Et comment réussir cette mission ? Eh bien, peut-être en faisant face au pilote le plus couronné de tous les temps, Michael Schumacher, sur sa Ferrari F248. Puisque nous voyons... Voilà, là tu sens le passage à la voix. Dans le temps, profitons-en pour nous rappeler de la réglementation de l'époque qui a elle aussi beaucoup façonné la F1 telle que nous la connaissons en 2019. Si l'introduction des moteurs V8 faisait déjà râler par leur manque de bruit par rapport au précédent V10, ce n'est rien par rapport au fait que ces moteurs devront tenir plus de 2 grands prix sous peine de subir une pénalité de 10 places sur la grille. 2006. Alors ça, c'était déjà posé en 2005, mais je sais pas si c'était très clair. J'aurais peut-être... Tu vois, c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais refaire pour vraiment plus le préciser. Sans parler du fait que je venais de découvrir comment taper un texte dans Premiere Pro.
Ça se voit. C'est aussi l'année où sont instaurées les qualifications telles que nous les connaissons, divisées en 3 parties entre Q1, Q2 et Q3, et aussi la règle du parc fermé après les qualifications, où après chaque séance, aucune modification ne pourra être faite sur les monoplaces. Aussi, les pilotes passés en Q3 devront faire leur temps au tour avec la quantité d'essence avec laquelle ils démarreront la course. Et oui, car il y avait encore les ravitaillements en essence en 2006. Et dois-je rappeler le barème de la distribution des points? Bien évidemment, une victoire rapporte alors 10 points, la seconde 8, la troisième 6 et descendant jusqu'au dernier point de la 8e place. Côté pilote, je vous parlais d'une saison de passage de flambeau de l'ancienne à la nouvelle génération, et donc pour appuyer mon propos, faisons un petit tour des line-up de cette année. Bon, ça fait que 2 minutes 30, mais je me dis, ça va, il y a moins de conneries que dans mes souvenirs. Ah oui, il y a le gars de Villebrequin là qui a dit le truc, il y a un moteur par saison. Ah, faut faire le buzz, hein, qu'est-ce que tu veux. Chez les champions du monde en titre, Renault F1 Team, Alonso a déjà annoncé son départ pour McLaren en 2007. Une annonce surprenante, mais Briatore et Alonso sont clairs. L'amour est toujours là, mais Fernando cherche un nouveau challenge. L'expérimenté Giancarlo Fisichella à ses côtés rempile pour une seconde année avec le devoir de faire bien mieux qu'en 2005. Alors ça, c'est quand même un truc de fou, hein. Le fait que tu commences une... Prends Hamilton, tu commences la saison, tu sais qu'il sera pas là l'an prochain. Mais le truc qui était vraiment fou, c'est que tu te dis, c'est le gars qui est champion en titre. Donc Hamilton, qui avant le début de saison part chez Ferrari, c'est un truc de malade. Mais là, c'est comme si avant le début de saison, Verstappen avait annoncé je pars chez Ferrari. Tu vois, et enfin, quand j'étais gamin, ça me dépassait, et aujourd'hui, je me rends compte que c'est normal que ce soit très bizarre. Chez McLaren Mercedes, Kimi Raikkonen a une revanche à prendre après avoir échoué dans la lutte au titre. Mais l'ambiance est tendue chez McLaren car l'arrivée d'Alonso en 2007 implique qu'il y aura une place de moins à Woking. Ce n'est pas pour rassurer Juan Pablo Montoya dont les relations sont compliquées avec son équipe après une saison 2005 difficile où le Colombien n'a jamais réussi à s'adapter à la McLaren. Ferrari aujourd'hui, sachant qu'il y a des gens qui regardent réellement des vidéos qui font 1 heure sur ma chaîne, j'aurais pris plus de temps pour expliquer que Montoya, il l'a mauvaise, parce que après l'annonce d'Alonso chez McLaren, Rod Dennis a dit « Franchement, bon là vous le voyez pas, mais je mets la main dans le slip. Franchement, l'an prochain, Raikkonen-Alonso, c'est le duo de rêve. » Et que t'as Montoya qui fait « Oh Quoi ?» Donc, ouais, c'était pas juste tendu. Voit l'arrivée d'un nouveau visage aux côtés de Michael Schumacher en la personne de Felipe Massa, qui aura à cœur de faire ses preuves après 3 saisons complètes plutôt brouillonnes, malgré une rapidité en qualification remarquable. Quant à Rubens Barrichello, lassé de son statut de numéro 2 chez Ferrari, il rejoint Honda aux côtés de Jenson Button. Un nouveau challenge pour l'expérimenté brésilien qui servira de référence au pilote britannique, entamant sa 6e saison toujours dans l'attente de sa première victoire. On soulignera quand même que Button a défoncé Barrichello. Après, c'est le passage au pneu Michelin. On le sait tous. Mais voilà, c'est marrant. On arrive, on fait « Oh, c'est quand même Barrichello, il a de l'expérience. Ça fait 13 ans qu'il est en F1. » Et Button est finalement champion du monde. Mais ça, c'était vraiment une intention de me dire quand même, d'essayer de glisser quelques petites... de glisser autant de phrases qui vont mal vieillir que possible. Mark Webber fait également savoir son impatience chez Williams. Après 4 saisons en Formule 1, l'Australien pensait que rejoindre Williams BMW en 2005 allait lui offrir ses premières victoires, mais l'écurie de Grooves n'a pas fait mieux que 5e au championnat constructeur, récoltant 2 podiums et une pole position de Nick Heidfeld. Aux côtés de Webber cette année, Williams donne sa chance au champion GP2 en titre Nico Rosberg, fils de Keke, champion du monde de 1982. C'est bien 82, Rosberg. Oui, mais tu vois, ça, c'est typiquement le genre de truc... Attends, oui, c'est bien 82. Oui, mais en fait, j'ai une capacité pour me mélanger dans ce que je dis sans m'en rendre compte, qui est assez incroyable. Là, quand même, on souligne la présence de Narain Karthikeyan. Si vous cherchez sur la voiture, il y a un petit Tata. Voilà, il est là. Sur le nez, il y a un Tata. Narain Karthikeyan. Williams Cosworth. BMW rachète Sauber en embarquant au passage Nick Heidfeld pour l'aligner au... Oui,
Non mais oui. Ah bordel. C'est quoi? Et encore il y a pire. Et encore il y a pire. Parce que ah, c'est tellement cliqué tuning. L'époque où la F1 était un peu cringe, aujourd'hui aussi ça l'est, mais différemment. Mais ouais. Est-ce que vous vous rappelez aussi Eddie Jordan? Eddie Jordan, c'était le pro des roploplos. Il avait plein de modèles qui ramenaient avec des toutes petites tenues jaunes aux couleurs de Jordan et il était comme ça. Je vais être honnête, à titre perso, ça me manque pas. Mais avec le recul, je trouve ça très drôle. Mais il y avait pire dans les années 90. Les années 2000, ça commençait à être la fin de ce genre de truc. Jacques Villeneuve, le champion du monde 1997, n'a plus gagné la moindre course depuis son sacre et sa réputation est en chute libre année après année. Et dans le fond, les jeunes réservistes que sont Sébastien Vettel et Robert Les BG. Kubica attendent impatiemment leur tour. Chez Toyota, Jarno. Ah, je me répète tellement sur les blagues. Le rythme est insupportable de la vidéo. Quand j'enregistre, je vois la durée et j'avais pas encore vraiment de conscience de combien de temps ça prend. Et je me dis, putain, c'est déjà 2 minutes d'enregistrement, mais il faut que je parle. Trulli et Ralf Schumacher semblent devoir accepter que l'écurie japonaise est encore loin de la victoire et que leur âge ne peut plus leur permettre d'être une perspective alléchante pour des top teams. Red Bull entame sa seconde saison en Formule 1 sans rien changer avec l'expérimenté David Coulthard aux côtés du jeune Christian Klien après avoir recruté Adrian Newey à l'intersaison. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, tiens. C'est très drôle. Et dans le fond du paquet, 3 nouvelles écuries font leur apparition. Après Jaguar en 2005, Red Bull rachète les Minardi. Également Minardi qui devient Toro Rosso et aligne vite Antonio Liuzzi et Scott Speed. Jordan devient Midland et conserve Thiago Montero, auteur d'un podium miraculeux en 2005, avec à ses côtés le porte-monnaie de Christian Albers. Et enfin, le Japon tout entier se réunit pour... Alors que je suis de mauvaise foi. Parce que Albers c'était pas mauvais. Quand je dis Thiago Montero, auteur d'un podium, et le porte-monnaie de Christian Albers, je suis de mauvaise foi. Parce que c'était plus le porte-monnaie de Thiago Montero et Christian Albers, mais bon. Dan devient Midland et... Mais après, Montero a fait une bonne saison en 2005. Enfin, il a fait des bons trucs. Genre, à Spa-Francorchamps, il finit 8e à la régulière, ce qui était quand même assez ouf, parce que si t'enlèves les États-Unis, c'est la seule course où Jordan ou Minardi... marque des points. Minardi n'en met pas, mais du coup, qu'une équipe de cette stature a mis des points. Serve une écurie née pour que le héros national Takuma Sato puisse rester en Formule 1. Honda supporte ce projet qui sera mené par l'ancien pilote Aguri Suzuki. Mais déjà, les ambitions sont ridicules pour cette écurie qui commence son histoire en faisant rouler les châssis de l'écurie Arrows de l'année 2002. C'est un truc de malade, là, cette anecdote quand même. Cette bagnole que vous voyez à l'écran, qui a roulé en 2002, qui a donc... terminer l'histoire de Arrows sert de base à ramené par l'ancien pilote tout entier Super Aguri. Ça, c'est la Arrows repeinte naturellement, tout ça. Il y a peut-être 2-3 nouveaux trucs dessus, mais c'est le châssis de 2002. Ils ont roulé avec des trucs de 2002. Comment la FIA a pu accepter ça? Parce que rien ne l'interdit. La voiture était aux normes. La voiture est aux normes, ils ont le droit. L'anecdote, c'est que je sais plus d'où je la tiens et il faudra la fact-checker un petit peu, mais en gros, ce châssis Arrows, je sais plus qui m'a raconté l'anecdote, mais il appartenait à un hôtel et il a été racheté par Honda pour pouvoir justement le placer. Réunis pour créer Super Aguri, donc, une écurie née pour que le héros national Takuma Sato puisse rester en Formule 1. Honda supporte ce projet qui sera mené par l'ancien pilote Aguri Suzuki. Le changement de micro est atroce. Qu'on a fait le tour et que nous sommes prêts. Pourquoi? Pourquoi? Pour la première fois depuis 1996, la saison ne commence pas en Australie mais à Bahreïn. Le tracé marque le retour de Ferrari et Schumacher au sommet en bloquant la première ligne avec... Alors là, il y a des trucs à dire. Il y a plein de trucs à dire. C'est une très bonne course Bahreïn 2006. À refaire aujourd'hui, j'y consacrerai mais tellement plus de temps.
pour, comme je l'ai fait pour 2012 là récemment, dire comment s'est passé un peu l'intersaison, un petit peu replacer dans son contexte la hiérarchie une fois à Bahreïn, montrer que les Super Aguri sont à la ramasse, que les Ferrari sont bien là, enfin voilà. Raikkonen a fait une course de malade, hein, il part du fond de grille, il termine sur le podium, enfin voilà. Là pareil, ça je me rappelle, j'ai coupé cette section. On voit Weber qui passe Fisichella parce qu'il se fout dehors. Après avoir dû s'arrêter au premier tour à cause d'un accrochage, termine 7ème avec le meilleur tour en course. Respire. Après, non, Fisichella a eu des problèmes de frein, je crois que c'est pour ça. Oula! Ah oui, pardon. Il y a le son qui s'est baissé tout seul. Tandis que Button et Honda se réjouissent de la 3e marche du podium après une année 2005 compliquée. Mais la déception est palpable chez Williams. De Rosberg qualifié 3e et Weber 5e, aucun ne passe le tiers de la course à cause de panne moteur. Alors, bon déjà, rapidement, Button, 2006, c'est une de ses meilleures saisons. Et voilà, le podium en Malaisie, incroyable. Surtout qu'il fait la pole de mémoire juste après à Melbourne. Et bordel, mais... Ah, Cosworth! Je te jure, c'était le Honda de 2015, le Ford Cosworth de 2006 avec la Williams. Schumacher, parti 14e à cause d'une pénalité moteur de 10 places, ne fait pas mieux que 6e, juste derrière Massa. Mais surtout, coup dur pour Ferrari, réprimandé par la FIA à cause d'un aileron arrière jugé non conforme et qui doit être modifié pour le prochain week-end. Montoya finit encore derrière Button en 4e place alors que Raikkonen abandonne dès le départ à cause d'une rupture de suspension. Il y a eu un Villeneuve finit à Cosworth. une brillante 7e place pour BMW Sauber. Je me rappelle plus. Il y a dû avoir un contexte. J'ai pas dû trouver les bonnes images et ça m'a saoulé. J'ai pas. Alors que Ralf Schumacher marque le premier point de Toyota en 2006. Réjouissance pour Honda en Australie. Button signe la 3e pole position de sa carrière et devance les Renault et les McLaren alors que les Ferrari sont en manque de grip à cause de leur nouvel aileron arrière. Ce Grand Prix d'Australie 2006 fut très animé et ce avant même le départ puisque Montoya partit en tête à queue à la fin du tour de chauffe tandis que le moteur de Fisichella cala provoquant un drapeau rouge. Ah bordel, Montoya. Déjà, bon, l'ambiance musicale était improvisée hein, parce que je faisais avec ce que j'avais. Hein. La prod, toutes les musiques que je mets, c'est des compos. Et celle-là, je l'ai passée en boucle parce que je m'étais dit, ah mince, c'est trop court. Et en fait, ça boucle. Et là, je me rends compte qu'au bout de 5 minutes, c'est insupportable. Et je suis très fier du Fisichella Kala. S'ensuivit un premier tour fatal pour Massa et Rosberg, victimes d'une confusion assez habituelle à Melbourne. Mais Button devra attendre pour sa première victoire car Honda a des difficultés avec les températures des gommes et le Britannique chute dans le classement passé par Alonso et Raikkonen. Chez Williams et dans les tribunes australiennes, on passe de l'exaltation aux larmes lorsque Mark Webber, en tête de son Grand Prix national et en route pour une 3e place, abandonne à cause d'un problème moteur. 3 pannes moteurs en 3 courses pour Williams Cosworth et déjà la tension est palpable. Mais l'événement de ce Grand Prix, c'est le crash de Michael Schumacher qui perd le contrôle d'une Ferrari impilotable à cause de ce nouvel arrière refait et provoque ensuite une safety car. C'est vrai que ça, c'est un truc tout con, mais dans la vidéo, j'aurais pu passer plus de temps aussi à parler de cette guerre réglementaire. Parce qu'il y avait Ferrari qui a dû revoir son aileron arrière, là, comme je l'explique. Et plus tard dans la saison, Renault a dû revoir ses suspensions et son aileron avant. Enfin, il y avait un système qui était très jugé illégal, tout ça. Et il y a plein de trucs que j'ai beaucoup trop condensés par, comme je le disais, peur de faire trop long. Mais c'est clair que voilà, hein, si je la refais, la vidéo va faire genre 1 heure, quoi. Et que je vérifie. Ouais, Weber, hop, il y en avait qui doutaient de moi, je me rappelle. Il était premier, Mark Webber. Alors, à la régulière, il était derrière Montoya, tout ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Button, il perdait du rythme. Montoya abandonne.
Du coup, bah, il avait sa chance de prendre le podium à domicile avec la Williams. Ah Je vous déteste, Cosworth. Ferrari, ils sont pas revenus parce que Renault a perdu du rythme. C'est juste que ils ont réussi à mieux recomprendre leur voiture parce que la voiture était bonne. Hein. C'est juste que ça fait comme la McLaren en 76. Hein. On connaît l'affaire grâce au film Rush. Mais quand ils doivent refaire la voiture parce qu'elle est trop large, ils perdent grave de la performance jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre comment la retrouver. Et c'est bon. Parce que la voiture est bonne, mais c'est juste que quand t'as une bonne voiture, bah des fois changer un tout petit truc, ça te casse tout et il faut reprendre à zéro, alors que la voiture reste bonne. Hein. Montoya sortira lui aussi de la piste à cet endroit, mais bien qu'il évitera le crash, la voiture n'en sortira pas indemne et il devra abandonner. Ce Grand Prix se terminera par une controverse. Le moteur de Button décide de l'abandonner à 2 virages de la fin, mais alors qu'il pouvait néanmoins franchir la ligne en 5e place, on demande aux Britanniques de sacrifier ses points et de ranger sa Honda à 10 mètres de la ligne d'arrivée afin de ne pas terminer la course et donc avoir le droit à un changement de moteur sans souffrir de pénalité à Imola. Je voudrais pas faire le vieux réac, mais cette affaire de pénalité à cause des moteurs, j'ai l'impression que ça va mal finir dans quelques années. Le contexte, oui, là pour le coup, ça a mal vieilli parce que la vanne marche moins aujourd'hui. On est, au moment où je fais ça, on est en 2019. En 2018, Red Bull a passé sa saison à se prendre des pénalités moteurs pour justement être au top sur les grands prix de fin de saison. En 2018 toujours, quand Toro Rosso est avec Honda, c'était pareil. Ils arrêtaient pas de pénaliser, de prendre des pénalités moteurs pour pouvoir développer, quoi. Alonso gagne devant Raikkonen et Ralf Schumacher qui signent l'unique podium de Toyota cette saison. Heidfeld et Villeneuve. C'est faux. C'est faux ce que je dis. Parce que Trulli fait un podium à Manicourt. Donc je devais vouloir dire le premier podium ou je sais pas. Mais ouais, là je m'en rends compte, j'ai dit une connerie. Je m'en suis pas rendu compte. Réjouissent BMW avec la 4e et la 6e place, tandis que Fisichella termine 5e. Barrichello, encore en difficulté chez Honda et avec les gommes Michelin, ouvre enfin son compteur avec la 7e place, tout comme David Coulthard 8e. Après 3 grands prix, Alonso s'envole au championnat avec 28 points d'avance devant Fisichella et Raikkonen à 14 points, suivi par Schumacher et Button à 11. Michael Schumacher bat le record de 65 pole positions de Ayrton Senna à Imola, et à la suite d'une lutte mémorable entre Alonso... Ça aussi, c'était... ça aurait mérité que je m'y attarde un peu plus. Parce que ça avait beaucoup de symboles. On est à Imola. Senna a fait sa 65e et dernière pole le week-end où il se tue. Schumacher gagne le Grand Prix. De Imola 94 et voilà, il y avait vraiment cette signification de cette 65e pole, de la faire ici devant les tifosi, mais en plus à Imola, c'était émotionnellement c'était très chargé, cette pole position et ouais, ça aurait mérité de s'y attarder. Alonso et lui, faisant office de revanche sur 2005, gagnent pour la première fois de l'année juste devant l'Espagnol. Montoya termine 3e devant Massa, toujours en quête de son premier podium, tandis que Webber mène une course solide pour Williams terminant 6e. Mais le fait marquant de ce Grand Prix assez banal est assez insolite et se déroule au départ. La super agurie du débutant Yuji Ide percute la Midland de Christian Albers qui partira en tonneau. Cet incident couplé au rythme misérable affiché par le japonais après 4 Grands Prix, sa conduite souvent jugée dangereuse et son incapacité de s'écarter correctement au drapeau bleu et son piètre niveau d'anglais pousse Super Aguri à écarter Ide pour le reste de la saison. Quelques semaines plus tard, la FIA lui retirera sa super licence, se protégeant ainsi d'un potentiel retour d'un pilote qui aura en 4 Grands Prix seulement déjà bien fait parler de lui. C'est un truc. Alors j'ai fait une vidéo sur Yuji Ide parce que voilà, c'était devenu un peu la blague. Faut que je parle de Yuji Ide, tout ça. Mais là, tu vois, c'est typiquement le genre de truc aujourd'hui j'écrirais différemment parce que
j'inclurais à chaque Grand Prix un instant ID, tu vois. Un instant UGID. Et là, je l'ai pas fait, pareil, hein, par souci de durée, tout ça, tout. Mais, tu vois, à chaque Grand Prix, tu peux faire chez Super Aguri, il sort du rythme. La première course, il se prenait genre 3 secondes au tour par Sato, je sais plus quoi. Enfin, voilà. Franck Montagny, alors 3e pilote Renault, saisit cette opportunité et parvient à obtenir le poste de remplaçant provisoire pour les prochaines courses. Le retour en Europe se fait de la plus belle des façons grâce à un problème informatique en qualification qui provoque un faux drapeau rouge. Christian Klein, dans un tour rapide, ralentit en conséquence et se retrouve alors bloqué en Q1, tandis que de son côté, Jacques Villeneuve termine son tour, mais il est retenu pour passer en Q2, alors qu'un drapeau rouge signifie normalement l'annulation des chronos en cours pendant une séance de qualif. Ferrari semble avoir trouvé un regain de force et grâce à une course solide du septuple champion du monde gagne le Grand Prix, alors que Massa signe le premier podium de sa carrière en terminant juste derrière Alonso. Un impressionnant Nico Rosberg grosse termine... correction au montage, ça s'entend aussi un peu, je sais pas si vous l'avez capté, que je vais enregistrer le truc. D'où ça vient le fait de jamais mettre le bon nombre de doigts quand je fais une indication avec les mains? C'est très simple. Ok, laisse-moi 2 minutes, je reviens. C'est drôle, c'est tout. C'est juste drôle. Enfin, je sais pas, c'est débile. Et puis tu vois, il y a l'idée de dire, des fois, tu sais, tu te dis, ah putain, attends, le mec il a gagné 3 fois, quoi. Tu sais, tu t'insistes avec les doigts, donc je me dis, je sais pas, c'est drôle d'insister avec les doigts, mais de faire un mauvais chiffre. Et c'est très dur. C'est très dur à faire. Faut de l'expérience. Des fois encore, je me mélange. Hein, je fais quand il y a et c'est à son 2e Grand Prix qu'il monte sur son premier podium. C'est très dur. C'est très dur. Autre question. Il y a une explication sur la non-nomination de Montagny chez Renault à l'époque. Il n'y avait pas la place, tout simplement. Il y avait Fisichella Alonso, les deux faisaient le taf. Il n'y a aucune raison de le promouvoir. Par contre, si Montagny était resté jusqu'à la fin 2006, peut-être que c'est lui qui aurait remplacé Alonso en 2007. Ça, on ne sait pas. À la place de Kovalainen. 7ème étant parti de la 22e place, après que lui et Weber aient dû changer de moteur et écoper de 10 places de pénalité. Du côté de l'Australien, rien ne change, une énième panne moteur de son moteur Cosworth pendant le Grand Prix. Au championnat, il est clair que la lutte va se dessiner entre Schumacher et Alonso, bien que séparés par 13 points. Raikkonen, solide 3ème du championnat, a bien compris que sa McLaren ne lui permettrait jamais de se joindre à la lutte. Il faudra attendre son Grand Prix à domicile pour que Fernando Alonso prenne sa première pole position de la saison en Espagne, dans un week-end étrangement dominé par Michelin. Il étendra son... Alors, ça j'avoue que le truc des musiques, je suis très fier de ma connerie, parce que je crois que ça a beaucoup plu. Et l'idée de faire une version ultra... c'est pas du 8 bits, mais c'en est très proche. Quand t'as des grands prix un peu marquants, voilà, ça fait beaucoup. Il faudra attendre son Grand Prix à domicile pour que Fernando Alonso prenne sa première pole position de la saison en Espagne, dans un week-end étrangement dominé par Michelin. Il étendra son avance au championnat à 15 points en gagnant le dimanche, Schumacher limitant la casse en s'intercalant devant la Renault de Fisichella. Massa et Raikkonen devancent Button et Barrichello, tandis qu'Heidfeld poursuit la bonne série de BMW Sauber en 8ème place. Petit point. Rien de spécial. Tu vois, c'était une de ces courses, hein, tu vois, c'est une course Michelin. Tout simplement. Pas de plus à dire. Oui, avec le drapeau catalan, c'est marrant aussi. D'avoir... Attends, c'est où qu'on le voit? Raikkonen, solide 3ème du championnat, a bien dans un prix que sa McLaren ne lui permettrait jamais de se joindre à la lutte. Il faudra attendre son Grand Prix à domicile pour que Franche en 8 du Cosworth place. Petit point général à l'approche de la mi-saison et commençons par Williams où on attend toujours un vrai bon résultat. Si la performance est là, la fiabilité du Cosworth a coûté de nombreux points à Grooves et Red Bull commence à flirter avec Mark Webber, lassé des fausses promesses de victoire de Williams. Alors, faut savoir que cette tête de Mark Webber, hein, je voyais que tout à l'heure vous parliez du moment très très culte où de 2010 où il claque sa bouteille en faisant I think the team is very happy with the result quand, à Silverstone, voilà.
cette tête j'en ai jusque-là, je la trouve mais incroyable. Et en 2006, mais il l'a pondu tellement longtemps, cette tronche, c'était incroyable. Voyez ses interviews, plus la saison avance et plus il tire la gueule. Côté, le rookie Nico Rosberg aborde ce Grand Prix dans les rues où il a grandi comme une chance de s'affirmer après un début de saison en dents de scie. Chez McLaren, Montoya semble avoir pris la confiance dans sa monoplace, mais les relations sont de plus en plus désastreuses entre lui et Ron Dennis. Quant à Kimi Raikkonen, des rumeurs l'envoient déjà chez Ferrari pour 2007, en remplacement d'un Felipe Massa qui tarde à se révéler. Alors, c'est vrai que j'avais oublié qu'il en chiait vraiment en 2006, Montoya. En 2005, ça allait, mais en 2006, le début de saison, il est moche. Et ça, c'est un truc, Massa, je le savais pas à l'époque. Je l'ai appris en faisant mes recherches pour la rétro. Massa, il était déjà sur un siège éjectable, en fait. Et en plus, il se crache pendant les essais libres, je crois. Et il se fait laminer par Schumacher en course parce que les deux partent du fond de grille. Et vraiment, Massa, il était sur un siège éjectable. On sait que, comme quoi, 2006, après quelques courses, il est sur un siège éjectable. 18 ans plus tard, en 2024, il est champion du monde de la saison 2008. Donc, faut jamais abandonner, même quand c'est difficile. Et les choses ne s'améliorent pas pour le Brésilien qui crache sa voiture rouge en qualif, ce qui le fera partir du fond de grille. On se rend à Monaco avec beaucoup d'espoir chez Red Bull, et si l'arrivée d'Adrian Newey pendant l'intersaison n'a pas pu avoir beaucoup d'impact sur la voiture de 2006, il n'empêche que le brillant ingénieur britannique avait envie de proposer quelque chose sur ce tracé atypique. Et confirmation le samedi par David Coulthard, toujours à l'aise ici, qui réussit à placer sa monoplace en Q3 et partira 7ème. Un premier podium en vue possible pour l'écurie sponsorisée ce week-end par la sortie du nouveau Superman. Ne rêvons pas, rit Christian Horner qui se dit prêt à sauter nu dans la piscine le dimanche soir si cela arrivait. Il a même dit qu'il arrêterait d'envoyer des sextos à sa secrétaire s'il fait un podium ce week-end-là. Massa ne sera pas la seule voiture rouge en fond de grille, Schumacher étant sanctionné par l'annulation de ses temps en qualification. Cette pénalité, encore aujourd'hui, on se souvient de son origine. Alors auteur du meilleur temps provisoire de la séance, le baron rouge gare sa Ferrari à la rascasse en fin de session, causant un drapeau jaune empêchant Alonso d'améliorer. Même si Ferrari et Schumi prétextent une erreur, la FIA y voit une manœuvre délibérée et le disqualifie, l'obligeant à partir du fond de grille. Mais cette tâche n'enlèvera rien à l'immense talent du pilote allemand, qui, doublant plus de 11 voitures sur ce tracé sinueux, termine 5ème alors que Massa ne fera pas mieux que 9ème. Waouh, la course de Schumacher, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Ça a mal vieilli, l'époque des livrets spéciales pour Monaco, c'est vrai. Et je voulais... Je n'enlèvera rien. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais ça aussi, le coup de la pénalité de Schumacher. En vrai de vrai, la seule raison pour laquelle il est pénalisé, c'est parce que c'est Schumacher. Je sais, ça fait moche de dire ça. Mais je pense, et je suis persuadé que s'il n'avait pas tout ce passif derrière lui, de Jerez 97, d'Adélaïde 94, et qu'il n'y avait pas une tension politique qui existait déjà, parce que l'affaire de l'aileron arrière était tendue, qu'il y a Flavio Briatore qui s'est ajouté, qui allait taper un scandale dans le paddock. Briatore, il a tapé un scandale dans le paddock à Monaco pour justement dire non mais Schumacher, on le connaît, il est comme ça, enfin, à faire du Briatore, à faire du show. Je suis convaincu que Schumacher n'aurait jamais été pénalisé si il n'y avait pas de ce contexte politique et en plus de ça que c'était pas du Schumacher, parce qu'il y a aucun moyen de prouver. C'est comme Rosberg en 2014, si tu veux. Il y a aucun moyen de prouver que c'est fait exprès. Rien à l'immense talent du pilote allemand qui, doublant plus de 11 voitures sur ce tracé sinueux, termine 5ème alors que Massa ne fera pas mieux que 9ème. Après avoir rappelé au monde les miracles dont il était capable en qualification, Mark Webber, parti de la 2e place, mène le Grand Prix pendant quelques tours lors de la phase des arrêts au stand.
Un beau podium est en vue pour lui et Williams, mais encore une fois, son moteur Cosworth n'ira pas au bout de la course, causant une safety car. En fait, le Cosworth en 2006, c'est genre le Honda de 2015, non? Oui, bah oui, je l'ai dit. Réponds. Ouais, c'est vrai, je suis tout seul. J'ai pas d'amis. J'avais oublié que je faisais ce genre de truc avant. Tu t'en rappelles, toi? Oui, c'est vrai. Je suis tout seul. Safety car synonyme d'autant de malchance pour Kimi Raikkonen et son Mercedes prenant feu juste après l'abandon de l'Australien. Christian Klien est en vue pour un potentiel podium avant de devoir abandonner la course. Un abandon qui fera très mal au jeune Autrichien jugé trop irrégulier depuis le début de la saison. Alonso remporte le Grand Prix de Monaco pour la 2e année consécutive devant Montoya, alors... Là, je dis une connerie parce que c'est Montoya qui a gagné en 2005. Et j'ai confondu parce que c'est 2006-2007 les 2 victoires à Monaco d'Alonso. Alors que David Coulthard prend le premier podium de l'écurie Red Bull. Un moment historique pour cette jeune équipe marqué par un DC portant pour l'occasion une cape Superman, tout comme Christian Horner qui tiendra son pari de sauter nu dans la piscine. Enfin, presque. En Angleterre... Alors, du coup, les sextos avec sa secrétaire, apparemment, il a arrêté, du coup. Encore une fois, hein. Pourquoi c'est toujours quand il est premier. Il a sauté nu dans les SMS de sa secrétaire aussi. Hein. Bien joué. Et imaginez juste si c'était Klien qui avait fait le podium et pas Coulthard. Est-ce que la F1 serait la même aujourd'hui? Parce que Klien, il n'était pas régulier. Mais attends, si je reprends... On va regarder Stat F1, c'est génial. Ils ont tous les deux marqué un point Klien et Coulthard, mais à ce stade de l'année, Christian Klien a autant fait un aussi bon boulot, sinon meilleur, que Coulthard. En termes de perf. C'est juste parce que Coulthard se qualifie mal, en fait, en général. Et ce jour-là, il y a eu des circonstances qui ont fait que Klien a réussi à se placer devant Coulthard. Il y avait eu, je sais plus, safety car peut-être, enfin un truc comme ça qui lui a permis de profiter, de passer devant lui. Et imagine si à l'arrivée, c'est Klien devant Coulthard. J'aurais été très curieux. La F1 aurait été plus clean, c'est sûr. Harry Ford, tu dégages, mais elle est valide. Oh merde. En pré-rallye vont serrer dans le premier podium de l'écurie Red Bull piscine. Enfin, presque. En Angleterre, McLaren arrive à domicile en ayant compris que 2006 devait être une année de transition. L'écurie basée à Woking peine à suivre les Ferrari et les Renault, et avec le passage obligatoire aux pneus Bridgestone pour l'année prochaine suite au futur retrait de Michelin, il n'y a plus de temps à perdre. Alors, oui, Warius, on peut dire que Klien faisait une course propre pour le coup, c'est vrai. Un truc, alors, c'est encore autre chose. Mais il est temps, et là, je profite qu'on ait atteint le pic de spectateurs ce soir pour dire les termes. On est là, je vais dire les termes. Il est temps d'arrêter ces messages de fausses informations et de fake news autour de la présupposée année sabbatique de Mika Häkkinen qui est encore en cours. Alors, je sais que j'ai été un des premiers à vanner dessus, mais ce week-end-là à Silverstone, il faut savoir qu'il y avait 2 pilotes qui testaient la McLaren pour des tests Bridgestone, justement, pour s'habituer au Bridgestone. C'était Lewis Hamilton, qui faisait ses premiers tours en F1 et où tout le monde a fait « Oh !» Et l'autre qui testait, c'était Mika Häkkinen. Mika Häkkinen a roulé ce jour-là et il était à genre 6 secondes, 7 secondes du rythme. Et il a fait « Non, ouais, c'est bon, laisse tomber, je reviendrai pas en fait. » Donc, voilà. Techniquement, ça a été fait. La vraie fin de Mika Häkkinen. C'était ce week-end-là à Silverstone. Désolé, je casse des rêves, je casse des délires, je sais, mais il fallait le dire. Des annonces qui ne peuvent que déplaire à Raikkonen et Montoya, qui en plus de savoir qu'un de leurs baquets sera pris par Alonso en 2007, apprennent que Ron Dennis
Regarde-moi cette brochette-là. Ron Dennis, Hamilton, Sterling Moss. Envisage sérieusement de promouvoir le jeune Lewis Hamilton directement du GP2 l'année prochaine. Alonso gagne devant Schumacher et Raikkonen en Grande-Bretagne et au Canada, et les 3 meneurs de leur équipe devançant leurs coéquipiers dans le même ordre, Fisichella 4ème devant Massa et Montoya, alors que BMW se réjouit d'avoir ses 2 voitures dans les points, Heidfeld finissant devant Villeneuve. Au Canada, Trulli réussit une belle 5ème place pour Toyota sur un circuit où la puissance moteur est capitale. Williams, désespéré, semble s'intéresser de plus en plus aux motoristes japonais, les relations avec Cosworth devenant très difficiles. Alonso a 35 points d'avance lorsqu'il se rend aux États-Unis, mais très vite les équipes chaussées de Michelin s'attendent à un week-end difficile, le manufacturier français choisissant d'être très conservateur sur un circuit qui leur a posé quelques problèmes en 2005. Mais ça, on va pas en reparler. Non. Non. Plus jamais. Preuve en est, Ferrari signe son premier doublé de la saison, Schumacher l'emportant devant Massa. Fisichella complète le podium et Alonso ne fait pas mieux que 5ème. Barrichello termine 6. Pardon, oui, non, je disais, je fais très mélodramatique dans cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai pas assez les relations mis avec en avant Cosworth devenant très bon, ça, je le difficiles. ferai à l'occasion. Le côté Un circuit où la de Toyota qui attire beaucoup. Williams, parce que en fait, ils en peuvent plus, Williams. En 6 ou 7 courses, c'est mort. Il y avait... je sais plus à quel moment, mais je crois qu'il y avait eu genre des tests privés ou je sais pas quoi de Williams Toyota. Parce qu'à cette époque, c'était encore possible. Mais faudrait que j'ai baissé le volume de 10%. Ouais, je l'ai remis justement, je l'ai baissé Très accidentellement. difficile. Alonso a 35 points d'avance lorsqu'il se rend aux États-Unis. Mais très vite, les équipes chaussées de Michelin s'attendent à un week-end difficile. Le manufacturier français. Parce que c'est vrai que, tu vois, j'en parle pas, mais Scott Speed, pareil, il finit 8ème à Melbourne. C'est juste que il a 20 secondes de pénalité parce qu'il a doublé sous safety car ou une connerie comme ça, je crois. Donc, techniquement, il aurait été le premier pilote Toro Rosso à entrer dans les points. Et finalement, il a jamais mis de points de sa carrière en F1. Preuve en est, Ferrari signe son premier doublé de la saison, Schumacher l'emportant devant Massa. Fisichella complète le podium et Alonso ne fait pas mieux que 5ème. Barrichello termine 6ème devant Coulthard et Liuzzi qui marque le tout premier point de Toro Rosso. L'opportuniste de la course, ce n'est autre que Jarno Trulli qui, parti de la voie des stands, termine 4ème. En effet, l'Italien profite d'un carambolage au premier tour qui élimine près de la moitié du plateau, Weber et Klein s'accrochant au premier virage, tandis qu'un Montoya trop optimiste s'accroche avec son coéquipier, résultant un effet de chaîne éliminant Button, Montero, Speed, Sato et Nick Heidfeld partis dans des effrayants tonneaux. Ça fait Ron très peur, Dennis ouais. brise définitivement la glace en annonçant qu'il ne compte pas conserver Montoya plus longtemps. Le Colombien prend littéralement les mots de son patron et annonce qu'il quitte la F1 de manière définitive dès à présent et à jamais. Ouais, c'est radical, mais c'est Montoya. Une décision qui fait mal aux fans de Formule 1, le Colombien semblant destiné à devenir un jour champion du monde, mais qui ravit Pedro de la Rosa, 3ème pilote de l'écurie qui devient titulaire pour tout le reste de la saison, devenant titulaire à plein temps pour la première fois depuis 2002 avec Jaguar. Ferrari domine Renault. Alors, bon, naturellement, la Marseillaise, obligée. Ouais, ça mérite un peu plus, je pense. Il n'y a pas beaucoup plus à dire, mais ça mérite de développer un peu la partie Montoya et... comment ça s'appelle et Ron Dennis, parce que tu te dis, attends, le mec, il peut pas se barrer comme ça en courte saison. Mais en fait, bon, je dis il s'est barré, mais Ron Dennis a dit, là, laissez partir. Parce qu'il aurait pu dire, attends, non, mec, t'es sous contrat, tu peux pas partir comme ça. Ils ont dit, bon, allez, c'est bon, on arrête les frais. Parce que quand il a entendu ça, quand il a entendu cette déclaration, Montoya, il a dit non, mais c'est bon, là, en fait, arrête de te foutre de ma gueule, là, c'est fini, je veux plus rouler pour toi. En gros, et Ron Dennis a dit bon, très bien, et ils ont trouvé un accord pour qu'il se barre. Un jour, c'est quelque chose que j'ai envie de faire.
ferait des soirées de lecture de vieux magazines de F1 parce que c'est très intéressant des fois de se replonger dedans. Et des fois, en 2007-2008, ça arrêtait pas de parler d'un retour de Montoya, tout ça. Et Montoya, à chaque fois, il disait « Non, mais les gars, je veux pas revenir en F1, c'est fini. » Et la preuve en est, il faut attendre que son fils roule en F3, F4, tout ça, machin, pour qu'on revoie Montoya dans des paddocks. Alors, on l'a déjà revu il y a quelques années chez Force India, tout ça, machin, dans les paddocks, mais à part ça, il avait totalement laissé tomber la F1. Sur ces terres, Alonso finissant en sandwich entre Schumacher et Massa à Manicourt. De la Rosa se montre digne dans sa première course en Formule 1 depuis Bahreïn 2005, où il avait roulé exceptionnellement en remplacement du Colombien alors blessé, se qualifiant à 4 dixièmes de Raikkonen et terminant 7ème. Heidfeld 8ème marque un point important pour BMW en lutte avec Toyota pour la 5ème place constructeur. Seul français à domicile, Franck Montani devance Takuma Sato pour la première fois après avoir fait une ascension exponentielle depuis son premier Grand Prix en Europe. Mais ce sera le tout. Je tiens à dire que j'adore le casque rose de Franck Montani. Seul français à domicile. Je trouve qu'il passait super bien plus dans la Super Aguri. Franck Montani devance Takuma Sato pour la première fois après avoir fait une ascension exponentielle depuis son premier Grand Prix en Europe. Bon passage mais ce sera le tout dernier Grand Prix du pilote français, Sakon Yamamoto, 3ème pilote de l'écurie, ayant réussi à réunir des fonds dont l'écurie manque cruellement, ce que Montani n'a jamais réussi à obtenir. Mais ravi de ses performances, l'écurie le conservera en tant que 3ème pilote. À domicile à Hockenheim, Mercedes. Alors Montoya, après, il a fait du NASCAR, ouais, et de l'Indy. Avait fort à faire au point d'envoyer Raikkonen avec un réservoir léger en qualif pour signer la pole. Mais le Finlandais ne pourra pas faire mieux que 3ème pendant la course, les Ferrari signant un nouveau doublé alors que Renault souffre. Alonso et Fisichella terminent 5ème. Voulait se montrer un peu à domicile. Oh purée, ça fait une de ces lumières jaunes. Les équipes, là, Mercedes, typiquement, fallait montrer une raison de justifier tout ça, machin. Donc, ils envoient Raikkonen avec peu d'essence en qualif, il fait la pole. Et bon, c'est non, aussi, mais du coup, c'est un peu qualifié, sacrifié sa course. L'Espagnol ayant chassé pendant toute la fin de course Jenson Button dans une lutte mémorable. Pour BMW, humiliation à la maison. Heidfeld abandonne sur un problème de frein tandis que Villeneuve se crache violemment au point de se blesser. Il devrait être remplacé pour les 3 prochains Grands Prix, mais les relations tendues entre lui et BMW mènera à une rupture de contrat convenue par les deux parties en cours de saison. BMW promeut donc leur 3ème pilote Robert Kubica en tant que titulaire pour la fin de l'année. Il y a des Grands Prix que c'était 2022 sa dernière tentative, d'accord, merci. Et c'est donc bel et bien le dernier Grand Prix de J. Villeneuve en F1. Et lui, par contre, il a essayé de revenir. Tout le monde connaît, même si on ne les a jamais vus. Et si je vous évoque le Grand Prix de Hongrie 2006, des cloches devraient sonner dans vos esprits. Ce circuit si peu propice au dépassement et habituellement ennuyant verra pour la première fois de son histoire une course sous la pluie. C'était quoi déjà Grand Prix 2000 ? Il n'était pas si ouf que ça. Mais en fait, tu vois, la Hongrie, c'est un truc de malade. Depuis que on est passé à la réglementation 2017, c'est le seul circuit du calendrier qui est devenu meilleur. Qui fait de meilleures courses qu'avant. Oui, c'est la dernière course de Gasly avec Red Bull. Ça y est, je me rappelle. Il y avait eu la belle lutte pour la victoire entre Hamilton, Verstappen. Verstappen était premier, c'est ça. Et en fait, Mercedes avait sacrifié Bottas pour ralentir. Non, je dis n'importe quoi. Il y a Bottas et Hamilton qui se touchent au départ. Bottas est envoyé en fond de grille. Et du coup, Verstappen est devant Hamilton. Et Hamilton, vu qu'il n'y a personne derrière, Vettel est à 1 minute, Hamilton s'est arrêté au stand. Et là, Red Bull a ragé parce que si Gasly était dans le rythme, Hamilton n'aurait pas pu faire cet arrêt en plus. Et du coup, il a gagné comme ça, quoi. Et ils étaient vraiment vénères chez Red Bull et c'est pour ça qu'ils l'ont dégagé. Il y avait eu aussi la super course de Carlos Sainz qui avait pris 5ème du coup dans la McLaren, mais il avait fait une de ses meilleures saisons en F1 en 2019, Sainz. Et
Et belle course aussi de Leclerc. Bon, c'était encore ses débuts, hein, là, c'était sa moitié de deuxième saison en F1, et il était devant Leclerc jusqu'à ce que... Enfin, devant Vettel, pardon, jusqu'à ce qu'en fin de Grand Prix, il ait trop tapé dans ses gommes et que du coup, il se fasse passer. Mais du coup, il continue un peu tout ça à être très performant. Il y avait aussi une belle lutte entre Kvyat et Albon pour les points. Et du coup, c'est un peu décidé de la suite. Aïe. Sans une pénalité, Alonso partira seulement 15e alors que Schumacher, piégé en Q2, partira 12e, nous offrant une grille de départ surprenante. Parti encore une fois en pôle, Raikkonen garde la tête au premier virage. Schumacher remonte mais les pneus pluie de Bridgestone souffrent sur ce tracé et il peine à se défendre avant de s'accrocher avec Fisichella et tombe à un tour de retard de la tête. Button, quant à lui, remonte, dépassant rapidement Massa, Fisichella et Schumacher. Le drame commence lorsque Raikkonen se crache avec Liuzzi en lui prenant un tour. Flegmatique, le Finlandais reconnaît son erreur, s'excusant pour l'Italien et aussi pour son équipe qui voyait là sa première réelle possibilité de victoire de la saison. En vrai, quand ça arrive, ça... Alors oui, le premier qui se crache avec un retardataire, on a eu des exemples. Mais qu'après la course, Raikkonen, il fait... on lui fait Hakimi, oh merde, victoire promise, et là tu te craches dans un retardataire, qu'est-ce qui vous t'est? Raikkonen il fait non, c'est moi, je l'ai pas vu. Je lui ai gâché sa course, je suis désolé pour lui, et puis désolé pour l'équipe. Vraiment, hein, il dit un truc comme ça, tu te dis mais merde, c'est Raikkonen. Et j'ai raté une question intéressante. Pourquoi, intéressante, c'est juste pour faire genre... non, en vrai, bonne question. Pourquoi Kubica et pas Vettel? Vettel était plus jeune sur beaucoup d'aspects. Il faut savoir que Kubica avait déjà beaucoup roulé en 2005 et il avait plus d'expérience que Vettel. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait 2 pilotes d'essai en général dans les équipes. T'avais le pilote remplaçant numéro 1 et t'avais le pilote remplaçant numéro 2. Par exemple, en 2005, quand De La Rosa remplace Montoya, et là je parle l'année d'avant, le pilote d'essai numéro 1, c'était Wurz, et le deuxième, De La Rosa. Wurz rentrait pas dans la voiture, du coup, De La Rosa l'a remplacé, mais dès qu'on a réadapté la voiture, c'est Wurz qui a pris le volant. Cette saison-là, je crois que c'était... chez McLaren, De La Rosa et Gary Paffett, si je dis pas de conneries. Et De La Rosa était le remplaçant numéro 1. Du coup, c'est lui qui a remplacé. Et là, chez BMW, c'était Kubica qui était le numéro 1. Généralement, c'était le pilote qui avait qui avait le plus d'expérience. Et Vettel, il était encore vraiment très très jeune, très peu d'expérience en voiture, tout ça. Donc c'était normal que Kubica passe avant. S'ensuit une safety car qui permet à Schumacher de revenir dans le tour de tête et à Button, qui ne s'était pas arrêté, de conserver sa deuxième place et de gagner un arrêt au stand gratuit. Mais l'autre événement de ce Grand Prix, c'est le crash du nouveau leader Fernando Alonso, causé par un écrou mal vissé à la sortie de son arrêt au stand. Alors que la piste sèche, Schumacher tente de rester en intermédiaire pour sauver sa deuxième place, ce qui aura pour conséquence de le faire abandonner à son tour à cause d'une rupture de suspension à 2 tours de la fin. Heureusement pour lui, il sera classé et terminera 8e devant Montero et Albers qui étaient eux à 3 tours de retard. J'avais les boules parce que Montero avait pas mis de points. Là, tu te dis, c'est bon, on avait abandonné là le Schumacher, laisser les petits marquer des points, quoi. Ouais. Les 3 leaders du championnat abandonnent et c'est Jenson Button, après 7 longues années de doute en Formule 1, après avoir été abandonné par Williams, Renault et ignoré par Ferrari, se rappelle au bon souvenir de tout le monde en gagnant son tout premier Grand Prix, en étant parti de la 14e place. Because here, in his 113th Grand Prix start, he's proved the critics wrong. They said he might never win a Grand Prix. He's done it! Jenson Button wins the Hungarian Grand Prix! Alors, get it there! Pedro de la Rosa monte sur l'une. He might never win a Grand Prix. He's done it! Je dis peut-être une connerie, mais je dis première victoire anglaise depuis Damon Hill en 98. On m'a corrigé en disant qu'il y a eu Coulthard, tout ça, mais Coulthard, il est écossais. Donc, et Irvine est irlandais, du coup, ça compte pas comme des victoires anglaises. Ouais, je suis désolé, hein, je fais partie de ceux qui font la différence entre le Royaume-Uni et l'Angleterre.
Il y avait Hamilton déjà en réserviste chez McLaren, d'accord. Mais oui, du coup, les commentaires là sous la vidéo sont tous en mode avec le timecode. Ah bah on l'a vu parce que je marque. Imagine les commentateurs français quand il y aura une victoire française. Bon, il a fallu qu'un an plus tard, il y ait Gasly qui gagne. Pedro de la Rosa monte sur l'unique podium de sa carrière, devenant le second espagnol après Fernando Alonso à réussir cet exploit, tandis que Nick Heidfeld signe le premier podium de... Ouais, il gagne pour le Royaume-Uni. Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est que James Allen, le commentateur, bon, il s'excite parce que c'est une victoire anglaise. Ça, naturellement, il y a du... Les Anglais sont plus patriotes du Royaume-Uni que ne le sont les autres pays. Mais je pense que ça avait plus de signification que ce soit un Anglais qui gagne qu'un Écossais, quoi. Mais je fais justement la différence parce que je sais qu'il y a vraiment, enfin... Pour les Pays de Galles, je ne vais pas parler parce que je connais pas, mais je connais pas mal d'Écossais qui se refusent d'être reconnus comme une seule nationalité Royaume-Uni, quoi, et qui revendiquent leur... Après, c'est les Écossais, mais voilà. De la saison de BMW. Parce que si tu veux, quand tu pars tout au nord de l'Écosse, tu comprends que ça n'a rien à voir avec l'Angleterre, quoi. L'écurie allemande peut se ravir de constater que Kubica se montre digne successeur de Villeneuve en terminant 7ème pour son premier Grand Prix, où il n'aura commis aucune erreur. Hélas pour lui, il sera disqualifié à cause de sa monoplace jugée trop légère en fin de Grand Prix, expliquée par l'extrême usure de ses pneumatiques. L'éviction de Villeneuve et la promotion de Kubica permettra à BMW de faire rouler leur troisième pilote en essai libre 1 pour la première fois. Jeune gamin qui se fera très rapidement remarquer, ce dénommé Sébastien Vettel subira une amende pour sa première sortie des stands pour excès de vitesse. Alors que sa place semble peu assurée pour 2007, Felipe Massa signe la première pole position de sa carrière qu'il convertit en première victoire de sa carrière, gagnant devant Anna Alonso qui aura lutté toute la course pour retenir Schumacher. Alors, je suis dégoûté d'aller super vite, mais bon, ça permet d'en parler. Donc voilà, Vettel, ça s'explique tout simplement. Tu vois, il y a une hiérarchie, puisqu'à cette époque, on rappelle qu'il y a une séance d'essais libres qui est réservée uniquement aux jeunes pilotes. Du coup, en début de saison, c'était Kubica qui tournait, et Kubica est promu. Du coup, Vettel, il prend la place du pilote qui roule en essais libres. Non, anglais, c'est pas le terme générique pour les personnes qui vivent aux UK. On dit britannique. Anglais, c'est l'Angleterre, britannique, c'est Royaume-Uni, Grande-Bretagne, quoi. Ouais. Donc, techniquement, la dernière victoire britannique à ce moment-là, c'était David Coulthard en 2003, si je dis pas de conneries. Parce qu'en 2004, c'est Raikkonen, Trulli et Montoya qui gagnent une course. Donc voilà, c'était Coulthard en 2003, la dernière victoire britannique, mais la dernière victoire anglaise d'un Anglais, c'était Damon Hill à Spa en 98. Alors, dans Inception, en réalité, je dis de la merde, parce que c'est Johnny Herbert au Grand Prix d'Europe 99. J'ai juste d'y penser. Et là aussi, je pense qu'il y aurait moyen d'appuyer un peu plus le narratif autour de Massa, qui gagne sa première course, parce que c'était très difficile. Et en plus, je me suis pas attardé sur la course, mais c'est une très très belle victoire, parce que pendant tout le Grand Prix, regarde les écarts entre Alonso, Schumacher et Massa. Et en fait, Massa, il l'admettra beaucoup plus tard, il était content que Alonso soit deuxième parce qu'il sait pertinemment que si Schumacher était deuxième à ce moment-là, on lui aurait donné une consigne d'équipe pour laisser passer Schumacher. Et ça lui aurait détruit sa première victoire. Et Massa, intouchable en Turquie, puisqu'il gagne 2006, 2007, 2008. C'est incroyable.
Et ça aussi, c'est ouf. On avait 2 nouveaux vainqueurs coup sur coup avec Button puis Massa. En Italie, Fernando Alonso a un week-end des plus cauchemardesques. Il a dû partir 10e après avoir été pénalisé pour avoir gêné Massa en qualification. Je m'attarde pas dessus. En Italie, Fernando Alonso a un week-end des plus cauchemardesques. Regardez à quel point Alonso est loin. Alonso est pénalisé, il est à 3000 km de Massa. Après avoir été pénalisé. Là, faut savoir qu'à cette distance, tu gênes personne à Monza. Tu donnes de l'aspiration. Et pour avoir gêné Massa en qualification. Et après avoir mené un Grand Prix héroïque, son moteur Renault rend l'âme, le privant d'une potentielle magnifique victoire. Et croyez-moi, une casse-moteur d'un moteur Renault, c'est très rare. Mais ce week-end, sur les terres de Ferrari à Monza, un pilote semble que sa fin en Formule 1 est proche, très proche. Si Christian Klein n'est pas très loin de son coéquipier David Coulthard en termes de performance, il est irrégulier et Red Bull officialise la signature de Mark. Dans la blague, c'est toujours important le contre-pied. Ben moi, je l'avais pas vu venir, celle-là, je l'avais oublié. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre que j'en fasse autant sur le départ de Schumacher. Weber pour 2007 aux côtés de l'Écossais. Klein, frustré, ne finira pas la saison et sera remplacé par Robert Dornbus pour les 3 derniers Grands Prix de la saison. Alors, ça se dit Dornbos, mais franchement, avec un nom de merde comme ça... Quant à l'Australien, débité de la déchéance progressive de Williams Cosworth, voit en la jeune équipe Red Bull en pleine progression un signe d'espoir et un retour à la maison puisque Red Bull est né du rachat de l'écurie Jaguar qui avait permis à l'Australien de briller en milieu de grille. Alors en vrai, il a eu du pif parce que ça lui a sauvé sa carrière à Weber d'aller chez Jaguar. Plus anecdotique aussi, Michael Schumacher annonce que ce sera son dernier Grand Prix d'Italie, ayant décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison. Annonce faite juste après avoir remporté le Grand Prix devant un certain Kimi Räikkönen, dont beaucoup de rumeurs l'envoient justement chez Ferrari l'an prochain. Le rookie... Oh pardon, oh là là, mais qu'est-ce que je suis débile, c'est pas possible. Oui, je disais, c'est pour les subs. Pour les subs et pour rattraper les gratouilles de retard. Voilà, oui, je suis un expert pour ça. Ah, tu es un gentil chat. Rapporte des subs. Voilà, rapporte des subs. Oui, j'étais obligé de l'arrêter parce qu'il était casse-burne, il arrêtait pas de tout casser. Robert Kubica mène une course exceptionnelle pour terminer 3e pour son 3e Grand Prix devant une foule de Polonais venus à Monza aduler le premier pilote polonais de l'histoire. Avec la... Ça, c'est un truc... on n'en parle pas assez. Non, c'est pas vrai, on en parle. Mais... c'est un truc de malade parce que, par exemple, ces dernières années, on parlait beaucoup de la Verstappen Mania, qu'à tous les Grands Prix, t'avais des tribunes orange, tout ça. Maintenant, on a l'habitude, c'est normal. Mais voilà, avec Verstappen, il y avait ça, mais avec Kubica, c'était incroyable. Partout où t'allais, mais t'avais... Enfin, partout, pas partout, mais sur tous les Grands Prix européens, la Hongrie... non, pas la Turquie, enfin, Grand Prix européen, voilà. Mais en Hongrie et en Italie, il y avait une masse de Polonais, enfin, surtout en Hongrie, oui. Mais à Monza, il y avait vraiment plein de fans qui étaient venus. Parce qu'après, il faut savoir aussi que, il y a aussi, pas spécialement des Polonais qui sont venus, mais qu'il y a des gens d'origine polonaise qui sont en grand nombre aussi là-bas, qui sont venus. Comme au Canada, quand il gagne sa victoire, il y avait plein de drapeaux polonais parce que il y a pareil une histoire de grande population polonaise là-bas, quoi. 8e place de Heidfeld, BMW Sauber passe Toyota pour la 5e place du championnat. Taking second place early on, an emotional scene there on the podium. Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, si je vous mets le truc de TF1, bon. Là, c'est Schumacher qui annonce sa retraite. Bon, je vais baisser un peu le son parce que c'est juste, il annonce, voilà, ce sera ma dernière course avec Ferrari parce que, pas ma dernière course à Monza, je prends ma retraite. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, pendant le podium, que t'avais Schumacher, Jean Todt, tout émotionnel, tout ça, t'as Christophe Malbranc qui fait, oui, alors il semblerait que ça devrait être annoncé très prochainement, mais voilà, Schumacher prendra sa retraite en fin de saison. Voilà, tout le monde est informé dans le Mediapad, tout machin. Donc, genre, bon, c'est très drôle de le vendre comme la grosse révélation, tout ça, en conférence de presse, mais le truc, c'est que, genre, tout le monde a reçu son petit message sur son petit cellulaire, là, comme ça, a fait « Ah,
Schumacher retraite. Ouais, oui, on la voyait venir. Hein. Donc, voilà. Ouais, c'est mal branquignol. Cherchais le jeu de mots. Bien joué. Bonsoir, Virustum. Je remets le son. And it has been a really tough decision to decide. Ferrari a décidé pour toi, Michael. With all my friends and my engineers and everybody. I mean, il voulait tellement pas prendre sa retraite, Schumacher. In a way, my future replacement. It's a driver. At some stage, the team will tell, but I always was pleased. Là, je rêverais que la caméra fasse un panoramique sur Raikkonen et zoom, tu vois. I just like to concentrate on these last 3 wins and make it or finish it in style, and hopefully with the championship we have. Il aurait continué combien de temps sans sa retraite force? Au moins jusqu'à 2008 en vrai, je pense. Parce que 2007-2008, il était encore sur le muret Ferrari. Hein. Et Schumacher, la seule raison pour laquelle il était là, c'est qu'il pouvait pas partir, mais je pense qu'il serait resté 2007-2008 au minimum. Et 2009, avec la réglementation, peut-être que ça aurait été le bon moment pour partir, quoi. Je pense. Après, je pourrais pas dire. Oh, bah on a un petit message d'abonnement avec la tronche de Schumacher. Parce qu'ils sont aléatoires, hein, quand vous vous abonnez, c'est pas toujours le même gif. Donc c'est marrant. Et c'est vrai, ça faisait 10-0 du coup pour Schumacher. L'antépénultième manche de la saison en Chine tient toutes ses promesses. En forme dans des conditions pluvieuses, comme toujours, Schumacher remonte de la 6e place pour gagner le 91e Grand Prix de sa carrière. Alonso sauve les meubles en terminant 2e, tandis que la 3e place de Fisichella permet à Renault de reprendre la tête au championnat constructeur. Pedro de la Rosa signe une 5e place solide pour McLaren, espérant que son excellente performance d'intérimaire depuis le départ de Montoya lui vaudra un baquet de titulaire pour l'année prochaine, malgré les rumeurs de la venue de Lewis Hamilton, champion GP2 en titre, ayant récemment fait un test convaincant pour McLaren. Alors, bon, déjà, je sens... Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais c'est pas enregistré le même jour. Toute la vidéo, là, il y a plein de moments où... Mais parce que vraiment, je faisais genre 3-4 courses, j'enregistrais genre 10 minutes, et ensuite j'enregistrais le jour d'après, tout ça. Ben, c'est simplement, j'ai envie de dire, l'expérience... Parce qu'en fait, j'étais ultra fatigué, parce que ça se fatigue vite, les muscles des cordes vocaux. Ça s'écrit pas comme ça, je sais. Mais voilà. Et maintenant, en fait, je peux tenir genre 3 heures, 4 heures en live sans souci, quoi. Land est racheté par Spyker. Les performances et les sponsors de Christian Albers ont impressionné l'équipe et le Hollandais se voit confirmé pour 2007. Quant à son coéquipier Thiago Monteiro, écrasé par Albers, ses soutiens financiers ne suffisent plus et de nombreux autres pilotes payants se disputent le baquet, dont Adrian Sutil. Nick Heidfeld continue sa bonne série d'arrivées dans les points en terminant 7ème, tandis que Weber renoue avec les points, alors que Williams, toujours motorisé par Cosworth jusqu'à la fin de saison, a fait ses premiers tests avec un moteur Toyota la semaine précédente. Et ça, c'est la voix de quelqu'un qui en a vraiment marre et qui trouve que son émission est déjà trop longue. Malgré un début de saison exceptionnel, Alonso a été victime de beaucoup de malchance sur sa deuxième moitié de saison, alors que Schumacher et Ferrari revenaient en force. L'avant-dernier Grand Prix de la saison est d'autant plus tendu que ces deux prétendants au titre sont à égalité parfaite de points. Felipe Massa, dont la seconde moitié de saison remarquable et le retrait de Schumacher sont implicitement une confirmation de son renouvellement pour 2007, signe la deuxième pole position de sa carrière devant son coéquipier. Au début de la course, il laisse rapidement passer Schumacher pour qu'il creuse l'écart. Alonso, parti 5ème derrière les remarquables Toyota en forme à domicile, n'arrive pas à les dépasser sur la piste et profite des arrêts ravitaillement pour les passer, ainsi que Massa. L'Espagnol mène une course d'attaque et une remontée solide sur Schumacher, mais ses efforts pour aller chercher l'Allemand seront vains, car c'est au tour du moteur Ferrari de rendre l'âme, offrant la victoire sur un plateau à Alonso. C'est un coup dur pour l'Allemand qui menait une course parfaite et qui voit ses espoirs de titre réduits au quasi-néant. Dans la lutte à la maison, Button termine 4ème, permettant à Honda de briller devant Toyota, Trulli terminant 6ème et Ralf Schumacher 7ème. C'était quand même incroyable parce que t'arrives à 2 courses de la fin, t'as les deux à égalité, enfin... Et tu vois, tu peux avoir que les boules que ça se joue comme ça, quoi.
Après, Alonso a eu une casse moteur aussi, donc voilà. Mais c'est dommage parce que tu te dis, là Schumacher gagne, et ça lui fait 2 points de plus que Alonso, parce que là ça fait 10-0, mais si Schumacher marquait, ça aurait fait 10-8. Donc ça aurait pu donner une autre dimension à la dernière manche, quoi. En protégeant sa position face à son coéquipier polonais regarde comme il est proche. Course. Le coéquipier polonais envahissant, hein. Celle-là, je tiens à dire que j'en suis fier aussi. Il y en a 2-3 qui l'ont remarqué en commentaire, ça fait plaisir. Et oui, c'était pendant une pub, la casse moteur de Schumacher, je m'en rappelle. C'est au retour, il faut « Hey, Schumacher qui a abandonné !» Putain. Mais ouais, très très bon Kubica sur cette arrivée. Après, oui, il avait déjà beaucoup roulé, mais voilà. Et permet à BMW de garder un avantage d'1 point face à Toyota dans la lutte pour la 5e place. Lorsque le pilote qui a décimé tous les records de succès avec 68 pole positions, 91 victoires et 7 titres de champion du monde prend part à son dernier Grand Prix, on se doit de lui rendre hommage de la meilleure manière possible. Et à Interlagos, l'hommage est rendu par Pelé, légende du football brésilien, mais n'aura pas captivé l'unanimité du plateau. Kimi, you missed the presentation by Pelé. Yeah. Will you get over it? Yeah, I was having a shit. C'est trop bien. La question, fallait... je sais jamais comment l'interpréter, genre Brodel qui fait « Will you get over it ?» genre tu t'en bats les couilles, quoi. Malgré la forme évidente des Ferrari au Brésil, Schumacher... Et il dit littéralement « C'est pas que je m'en fous, j'étais en train de faire caca. » semble avoir déjà accepté sa défaite. Avec 10 points de retard, il doit impérativement remporter la course et compter sur une arrivée hors des points de Alonso pour gagner le titre. Si Massa a signé la pole et s'envole en tête devant Raikkonen, Trulli et Alonso, l'Allemand part 10e à cause d'un problème en Q3, mais prend un très bon départ. Weber dit rapidement adieu à Williams après qu'un Nico Rosberg toujours aussi fougueux le percute au premier tour causant une safety car. Quand même, c'était une catastrophe Rosberg à ses débuts. Alors, il était super rapide, hein. Il était vraiment hyper rapide, mais oh là là, les catastrophes qu'il nous a fait quand même. Il y a le Canada aussi, je crois, où il fout Montoya dehors. Enfin, il y a plein de... Button prend la 8e place à Ralf Schumacher, tandis que son frère essaie d'attaquer Fisichella avec trop d'autorité, résultant une collision. L'Italien doit repasser au stand, changer d'aileron avant, alors que les minces espoirs du titre de l'Allemand sont autant en lambeaux que son pneu arrière gauche, alors qu'il se fait dépasser par tout le reste du plateau et Alors, j'apprécie l'effort du blabla F1 de l'époque, mais la phrase est très longue, mais c'est travaillé. Mais la phrase est très longue. Sortant des stands juste derrière son coéquipier à un tour de la tête de course. Il reprend 2 places lorsque les 2 Toyota terminent leur saison sur un abandon. Alonso remonte progressivement sur Raikkonen et réussit à lui prendre la 2e place, tandis que Schumi continue sa remontée phénoménale derrière Fisichella, principalement grâce aux arrêts au stand, mais surtout grâce à un rythme de course absolument phénoménal, malgré un réservoir d'essence plein en début de relais et un train de pneumatiques commençant à s'user. Si Schumacher... Je suis désolé, hein, mais le DRS, dégagez-moi ce truc. Quand tu vois des dépassements comme ça, les bordels, quoi. Alors, là imagine-le avec le DRS. Imagine-le avec le DRS. Ce serait mais tellement chiant. Schumacher parvenait à remonter en 2e place et que les Renault ne faisaient pas mieux que 3e et 6e. Ferrari pouvait au moins décrocher le titre constructeur. Mais Fisichella se défendit comme s'il défendait son baquet pour 2007, et c'est à 9 tours de la fin seulement que Schumacher parvient à lui chipper la 5e place. Sa prochaine cible fut Kimi Raikkonen, dont la future venue chez Ferrari n'était plus qu'un secret de polichinelle. Une défense vaillante et autoritaire du Finlandais ne suffit pas à sauver sa 4e place. Mais Button et Alonso étaient trop loin et, à 4 tours de la fin, le rythme toujours aussi mastodontesque de Schumacher ne suffisait plus. Massa remporta la 2e victoire de sa carrière sur
sur ses terres, étant le premier Brésilien à s'imposer à domicile depuis Ayrton Senna en 1993 et prenant ainsi la 3e place au championnat pilote à Fisichella. La course héroïque de Michael Schumacher n'empêche pas Fernando Alonso, deuxième, de remporter le 2e titre de sa carrière. Jenson Button monte à nouveau sur le podium et peut se réjouir de sa performance, ayant été le pilote ayant inscrit le plus de points depuis la trêve estivale au Grand Prix de Hongrie, terminant avec presque 2 fois plus de points que son coéquipier Rubens. Alors, bon, j'ai un gros problème avec les phrases trop longues. Alors, il y aura d'autres rétrospectives. Je dois refaire celle de 2012 déjà, dans un premier temps. Et ensuite, il y aura... mais regarde-moi ça. On a un GIF Emerson Fittipaldi qui passe. Il y a la rétrospective de 1973 que je dois finir. Parce que, je rappelle, j'ai ma rétro de 53 à 2013 qui est prévue. Donc, l'idée, c'est de faire... de parler de 53, 63, c'est fait. 73, 83, 93, 2003 et 2013. Parce que c'est des années qui, étrangement, coïncident tous avec des énormes moment d'ultra-domination d'un pilote, ou alors qui montre la seule exception, c'est 83. 53, c'est Ascari, 63, c'est Clark, 73, c'est Stewart, dans une saison où justement il éclate les Lotus qui avaient pourtant meilleure voiture. 83, c'est l'exception puisque c'est Prost contre Piquet. Ensuite, 93, c'est Prost. 2003, c'est Schumacher. Et encore non, c'est une super saison 2003, mais elle était beaucoup, surtout disputée en début de saison, et 2013, pareil, disputée en début de saison, mais après c'est Vettel qui domine tout. Donc il y a ça que je veux déjà terminer, et du coup je parlerai de 2003 et d'autres rétrospectives sur cette période des années 2000. J'ai des idées, mais pour le moment, je veux déjà y aller moment par moment, et je voulais vous montrer ça. Les temps autour, les meilleurs temps en course. Regardez. Schumacher colle 7 dixièmes sur le meilleur tour en course de Massa. Alors, ok, ils sont pas faits au même moment, mais on rappelle qu'il y a les ravitaillements et changements de pneus, tout ça. C'est incroyable. Tu vois, ayant grandi avec un Schumacher qui me saoulait parce qu'il gagnait trop, d'avoir vu ce Grand Prix, je me rappelle où j'étais ce jour-là. J'étais à fond derrière Alonso. Et en même temps, je me disais, non, mais il faut que Schumacher il gagne. Voilà, parce que je le verrais plus, Schumacher, après, tu vois. Il y avait ce côté-là, quoi. Et en voyant ça, je me suis dit, ok, ça m'a pris du temps, mais je comprends pourquoi Schumacher, c'est le meilleur pilote. Ça l'était plus à ce moment-là, parce que c'était en train de devenir Alonso, mais je comprends ce qui a fait de Schumacher sa grandeur, quoi. Et quand t'es gamin et que tu vois le gars qui a la meilleure voiture gagner tout le temps, tu le comprends pas, mais ce jour-là, j'ai compris. Parce que c'est pas juste qu'il partait premier et tout, il a défoncé la concurrence, quoi. Il a défoncé la concurrence. Faut quand même se rappeler tour par tour. Là, on est donc au 9e tour. Schumacher est dernier. À ce moment-là, en piste, il est devant Felipe Massa. Il est sur le point de se prendre un tour. Je crois que je l'ai montré, le passage. Il termine la course, il est là, quoi. Et c'est... Je pense que Schumacher, si on doit retenir sa dernière course, c'est celle-là. Parce que, voilà, c'est beaucoup trop grandiose. Benz Barrichello, anonyme 7ème et anonyme quasiment toute la saison. Kimi Raikkonen termine 5ème alors que Pedro de la Rosa marque le point de la 8ème place pour McLaren. L'Espagnol aura été un fier remplaçant, mais l'équipe ne le promeut pas au rang de titulaire en 2007, préférant donner sa chance à Lewis Hamilton aux côtés de Fernando Alonso. Bien que BMW ne marque aucun point ce week-end, le double abandon des Toyota leur sauve la 5ème place constructeur et peut se ravir de cette première année. Ça, c'est 10 places sur la grille aujourd'hui à Heidfeld. De leur partenariat avec Sauber. L'écurie allemande-suisse sera heureuse de renouveler son duo pour 2007. Regardez-moi cette bande de vainqueurs là. Vettel, quelle coupe de cheveux, bordel. Heureusement qu'il est chauve aujourd'hui. Kubica, Obi-Wan et Timo Glock. D'ailleurs, c'était son anniversaire il y a 2 jours maintenant. Le 10 mai, c'est l'anniversaire d'Obi-Wan Kenobi.
Nika Heidfeld. Ce n'est que la 10e place, mais c'est une allure de victoire pour Takuma Sato et Super Aguri qui termine devant Scott ça aussi, Speed et tu Robert vois, Dornbusch, ça mérite dont que ce j'en sera la parle. dernière apparition en Formule 1. Dernière course Parce avec que Super Aguri. Ce que je disais, c'est que j'ai envie de refaire certaines rétrospectives comme celle-là, justement. Déjà, j'aime pas les regarder, là. Et encore, c'est moins une torture que ce que je pensais. Mais tu vois, graphiquement, tout ça, c'est pas bien travaillé. Techniquement, juste techniquement, c'est pas ouf. Il y a tellement de trucs à rajouter. Parce que, voilà, hein, la vidéo fait 35 minutes. Mais parce qu'à l'époque, je me disais, 35 minutes, mais c'est tellement long. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je sais que j'en fais 1 heure, ça plaira. Donc il y a moyen de rajouter plein de trucs dedans. Son coéquipier Sakon Yamamoto, notamment le fait que Super Aguri ait fait une fin de après saison avoir de été malade, largement dominé par Sato. Red Bull termine 7ème au championnat, mais la jeune équipe autrichienne n'a réellement pu compter que sur Coulthard, ayant marqué 14 des 16 points de l'équipe. Néanmoins, Red Bull peut se réjouir pour sa 2e saison de terminer devant Williams, dont c'est la pire année en Formule 1 depuis 1978. Le champion du monde en titre de F1. N'empêche, leur pire saison depuis qu'ils sont en Formule 1 en 2006 à Williams. C'est incroyable. Ça aussi, hein. Alors que tu te dis, le duo, c'est Weber-Rosberg. Ils signent un partenariat Ford. Ils ont un très bon châssis. Et dans une toute nouvelle équipe qui a tout à refaire, aux côtés du champion du monde en titre de GP2, l'arrivée du prometteur Heikki Kovalainen aux côtés d'un Giancarlo Fisichella qui semble avoir brûlé toutes ses dernières chances dans l'écurie championne du monde en titre, et surtout le départ du pilote le plus couronné de tous les temps, remplacé par un Kimi Raikkonen qui a raté le titre à 2 reprises en 2003 et 2005, aux côtés d'un Felipe Massa de plus en plus prometteur, nous assure une lutte excitante au sommet pour 2007. Et sans oublier le duo prometteur que forment Nika Heidfeld et Robert Kubica dans une écurie BMW en pleine croissance face au Toyota de Ralf Schumacher et Jarno Trulli qui ont fait preuve de l'étoffe de leur talent dans une voiture irrégulière, et la revanche que Williams souhaite prendre pour revenir enfin aux avant-postes, espérant que le rapide mais brouillon Nico Rosberg aura tout à apprendre de Alexander Wurz, l'expérimenté 3e pilote de l'équipe faisant son retour en tant que titulaire, et surtout la progression exponentielle de l'écurie Red Bull qui peut compter sur David Coulthard pour apporter des résultats tout en donnant une référence solide à un Mark Webber plus motivé que jamais, nous assure d'une lutte serrée dans le milieu de peloton. Je sais pas pour vous, mais j'ai hâte d'être en 2007. Faudrait que je le repasse, ça de m'amuser un jour avec les thèmes. Mais ce qu'il y a, c'est que avant, musicalement, je faisais tout sur mon iMac, avec GarageBand. Et ce qu'il y a, c'est que depuis que je m'en sers plus parce qu'il est décédant, il faut que j'apprenne à me servir de nouveaux logiciels. En plus, j'ai acheté Cubase, je crois, mais il faut que je me forme dessus et j'ai pas le temps et pas spécialement l'envie. Voilà, mais en attendant, je montre le petit chat qui est en train de détruire sa boîte en carton. Bon, voilà, ça l'occupe. En vrai, c'était pas si pire que ça, cette vidéo. Mais ouais, ça peut mériter d'être vu. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que moi, déjà, par principe, j'aime pas trop ce que je fais. Mais c'est que quand je vois mes premières vidéos, j'ai envie de les brûler. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça, je me dis, il y a des trucs, j'aurais envie un peu de les refaire.